Bonjour à tous, merci Thibaut pour l'introduction et pour l'invitation une nouvelle fois. Euh, donc, pour moi, l'intérêt là, c'est, on va dire, de sortir du gel et de se dire qu'il y a aussi des parcelles qui n'ont pas gelé et de voir de quelle façon elles se sont comportées cette année et quel type de produits elles ont conféré. D'un point de vue thermique d'abord, donc l'enjeu c'est de faire le lien entre le parcours climatique du millésime et les conséquences au niveau des raisins. D'un point de vue thermique, après un hiver, comme il a été dit, plutôt proche de la moyenne, légèrement plus chaud, mais avec quand même un pic de froid en janvier qui a permis une bonne hydrolyse de l'amidon. On a commencé avec un débourrement qui était très légèrement plus précoce que la moyenne dans les tout derniers jours de mars, donc on n'était pas dans les débourrements les plus précoces. On a eu une première phase jusque dans la première quinzaine d'avril particulièrement chaude qui a accru cette différence, cette précocité, avant d'arriver sur la quinzaine particulièrement problématique, et notamment l'épisode du 27 au 29 avril, qui a détruit une bonne partie de la récolte. Ensuite, on a la courbe donc en pointillé rouge qui reprend de l'écart avec une pente supérieure à celle de la véraison de la moyenne en pointillé noir et qui accentue la précocité sur les parcelles non gelées pour arriver à près de 12 jours d'avance sur la floraison. Une floraison d'ailleurs qui a commencé un petit peu après la mi-mai et avec une précocité un peu supérieure à ce qu'on pouvait attendre au niveau de l'indice héliothermique. Ensuite, à partir de la fin du mois de juin, on a une pente qui se rapproche petit à petit de celle de la moyenne pour se confondre en dernière phase de maturation et donc pour finir sur un millésime avec une cinétique thermique en fin de parcours proche de la moyenne. Rapidement sur les moyennes de Parkhazen qui permettent de mettre en exergue différemment les données précédentes. On voit bien sur les températures moyennes, hein, donc la synthèse des températures moyennes, cet épisode très frais sur la deuxième quinzaine d'avril, c'est le premier rectangle bleu. On a ensuite cette deuxième partie de printemps particulièrement chaude entre le 15 mai et la fin juin. Et on retrouvera ensuite des températures supérieures à la moyenne que pendant la deuxième quinzaine d'août, c'est-à-dire à peu près à la fin du mois post-véraison. Sur les températures maximales, on a le même schéma que sur les moyennes. Sur les températures minimales, on a des choses un petit peu différentes. On voit qu'on a la majorité, une fois l'épisode de gel passé, on a la majorité de l'été jusqu'à véraison, mi-véraison se situant au 31 juillet cette année. On a la majorité de l'été avec des températures minimales élevées, donc des nuits plutôt très douces, voire chaudes dans certains cas. À l'inverse, sur la phase de maturation, on a plutôt des nuits fraîches, mais qui sont aussi associées à des maximales fraîches, à l'exception de la deuxième quinzaine d'août. Sur la phase estivale et automnale, c'est intéressant de se pencher sur les amplitudes thermiques, notamment en phase de maturation. On voit que sur la plupart de l'été, on a des amplitudes qui sont plus faibles que la moyenne, parmi les plus faibles des derniers millésimes, à l'exception de la deuxième quinzaine d'août, mais qui a son importance, parce que sur cette deuxième quinzaine, on est 15 jours après la mi-véraison, donc on est dans la phase d'accumulation la plus importante des anthocyanes, et donc on arrive grâce à cette deuxième quinzaine d'août, à des teneurs en anthocyanes qui sont certes pas parmi les plus élevées, mais qui restent satisfaisantes. En termes de précipitation, on a des choses qui sont... on a un parcours qui est très impacté par un hiver très sec, extrêmement sec entre l'automne 2016 et la fin janvier. On a heureusement
des précipitations significatives en février, et ensuite un printemps qui se situe proche de la moyenne. Il faut attendre la fin du mois de juin pour observer des précipitations importantes qui vont fortement impacter la suite du millésime. Donc, autre outil très performant pour suivre le parcours hydrique du millésime, c'est le bilan hydrique climatique qui prend en compte positivement les précipitations et négativement les pertes d'eau par le sol et par évapotranspiration. Alors, ce qu'il faut garder en tête dans l'interprétation de ce millésime, c'est qu'il ne prend pas en compte les précipitations hivernales. Et donc, les précipitations de cette année ayant été très faibles, on a un déficit par le bilan hydrique qui est sous-estimé par rapport à la réalité de ce qu'on va mesurer au terrain. On voit clairement sur ce graphique qu'on a un déficit qui est important juste avant la fin juin, mais à un stade cette année qui est phénologiquement déjà avancé. On est au stade poids quand on a ces précipitations importantes, et on avait déjà eu des contraintes hydriques significatives avant ce stade poids qui ont eu un impact important sur le résultat final. On a ensuite une période estivale sèche, même si on a eu un temps assez maussade et des éclairements qui n'étaient pas extraordinaires. On a eu un cumul de pluie qui était faible jusqu'à la 20 août, jusqu'à la dernière décade d'août, et ensuite un mois de septembre beaucoup plus pluvieux, avec des cumuls qui ont été importants, localement supérieurs à 100 mm, mais dans un contexte frais. Et cet aspect-là est très important, notamment pour la cinétique des vendanges. Alors c'est aussi intéressant pour caractériser le millésime de voir un petit peu l'hétérogénéité qu'il y a au sein de la région. Donc là, c'est différents bilans hydriques observés sur différentes stations du département. On voit grosso modo qu'il y a une séparation est-ouest avec les deux courbes les plus basses, les plus déficitaires, qui se situent sur la rive droite. Et donc à partir de la dernière décade d'août, on a une différence qu'on observe entre la rive droite et la rive gauche, avec des cumuls de précipitations qui ont été significativement plus faibles sur la rive droite, qui ont permis de maintenir des niveaux de contrainte non négligeables. À titre comparatif, si on prend 2016, millésime des plus homogènes et des plus intéressants également, on voit qu'on a l'ensemble des stations qui sont dans un mouchoir de poche jusqu'à la fin du cycle. Et donc, on est cette année sur une situation qui est un petit peu différente, même si on n'est pas dans les millésimes les plus hétérogènes, notamment comme l'était 2015. Alors, c'est toujours intéressant, au-delà des bilans et des points de mesure en cours de saison, d'avoir une vision intégratrice du parcours hydrique. Et donc, au travers du delta C13, qui permet de discriminer les deux isotopes du carbone, donc le 12 et le 13, en fonction du niveau de contrainte subi par la vigne, on a une vision synthétique du parcours hydrique qui place 2017 parmi les millésimes les moins contraints, donc mesurés sur le réseau, proche de 2014, en étant un peu plus contraint que 2014. Donc ça, c'est la contrainte cumulée sur l'ensemble du parcours. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas eu des périodes avec des contraintes hydriques significatives, mais elles ont été sur des durées qui ont été assez courtes. Autre moyen de caractériser le parcours hydrique, c'est la mesure du potentiel tige, toujours au même stade, donc au stade entre nouaison et poids, et deuxième point à l'approche de la véraison, et un dernier point à mi-maturation. Le point caractéristique de cette année, vous le voyez sur la courbe en pointillé rouge, c'est qu'elle commence déjà très négativement. Donc c'est un des rares millésimes où on a pu observer, notamment grâce à cet effet d'hiver très sec, des contraintes hydriques significatives avant fermeture. Et donc cet aspect-là a été important d'un point de vue qualitatif et par rapport à la cinétique phénolique du millésime. C'est aussi un point qui, conjugué aux températures élevées, a permis une faible synthèse de méthoxypyrazine et donc des raisins qui ont eu, malgré un parcours hydrique peu contraignant ensuite, d'avoir
peu ou pas de caractères végétaux. Autre variable résultante des aspects climatiques, c'est la teneur en azote des baies, donc en concentration dans le mou et en quantité d'azote par baie. Donc vous voyez facilement que 2017 se positionne, le code couleur IED, se situe parmi les millésimes les plus azotés, aussi bien en concentration qu'en quantité d'azote par baie. Donc le parcours hydrique du printemps, les températures élevées dans un contexte de sol correctement réhumecté, et notamment l'importance de l'épisode de très pluvieux de fin juin pour prolonger l'assimilation d'azote plus tardivement dans l'été, plus des remontées azotées en cours de maturation liées aux conditions humides du mois de septembre, font qu'on a des teneurs en azote dans les mous qui sont importantes. Et ça, notamment pour la première phase, il y a une relation très forte qui est établie entre contrainte azotée et charge tannique. Et donc cette faible contrainte azotée cette année, globalement, induit une plus faible charge tannique que ce qu'on peut observer en moyenne. Quelques résultats concernant donc, les analyses sur baies proches de la maturité, donc toujours à même somme de température. On observe donc en 2017 une tardité technologique importante, avec notamment le maintien d'acides, que ce soit malique ou d'acidité totale, élevés, en merlot comme en cabernet, encore plus en cabernet, parce que les cabernets, forcément, ont plus, par leur côté tardif, ont plus bénéficié, plus été impactés des conditions fraîches et humides en cours de maturation, malgré des pH proches de la moyenne, et donc ce qui mettait en relation, vous pouvez mettre en relation avec des remontées potassiques en fin de saison liées aux conditions humides. On est sur des teneurs en sucre qui sont plutôt légèrement inférieures à la moyenne en concentration. Par contre, si on ramène ça en quantité par baie, on est sur des teneurs qui sont plutôt proches de la moyenne, voire supérieures. Donc un effet taille de baie qui a été important sur la concentration, y compris en sucre. D'un point de vue phénolique, on a des valeurs en charge colorante aussi bien totales qu'extractibles qui sont légèrement inférieures à la moyenne. En extractible, on est très proche de la moyenne. En extractible, on est très proche de la moyenne du fait justement d'une bonne évolution des pellicules au mois de septembre à la faveur des réhumectations fréquentes, conjuguées aux contraintes hydriques mesurées à la fin du mois d'août. Donc on a une évolution des pellicules au mois de septembre qui a été plus rapide que l'évolution des paramètres technologiques, situation qui s'est inversée entre la fin du mois d'août et les vendanges. Fin du mois d'août, on avait plutôt la crainte d'avoir des maturités technologiques très élevées, très avancées avant d'avoir des pellicules mûres, mais la réhumectation fréquente du mois de septembre, dans un contexte très frais, ont fait que les aspects technologiques ont très peu évolué, en tout cas très lentement, alors que les aspects phénoliques, et notamment l'évolution des pellicules, a évolué rapidement. On observe des charges tanniques de façon cohérente avec les valeurs azotées élevées qui sont peu élevées, mais associées à de très faibles contributions de tanins de pépins, particulièrement sur les cabernets sauvignons. Donc des tanins peu nombreux, mais malgré tout de belle qualité, avec un beau degré de polymérisation, et donc la possibilité de compenser la taille des baies par des phénomènes de concentration, par des techniques de concentration, pour retrouver des équilibres intéressants. La qualité des tanins le permettait. Rapidement, un traitement par analyse factorielle pour replacer d'une façon synthétique l'ensemble des millésimes. Vous voyez que 2017 se situe dans la partie droite du plan du point de vue des variables technologiques, caractérisées donc par des vecteurs acides et poids de baie plutôt élevés. Donc, et degrés potentiels assez modérés. Donc les aspects technologiques étaient effectivement assez tardifs. D'un point de vue phénolique, donc si on synthétise les trois grands axes avec la contribution des tanins de pépins, potentiel tannique et potentiel colorant, on a un positionnement de 2017 qui est plutôt parmi donc, les millésimes peu tanniques, donc avec une faible concentration tannique,
une concentration colorante modérée, mais une très faible contribution des tanins de pépins, donc peu de problèmes de tanins réactifs. Si on fait un point maintenant par rapport au type de sol, à l'effet sol dans le contexte du millésime, il y a un point très remarquable du millésime et qui contribue, on le verra ensuite, à la proximité des résultats entre les argiles et les autres types de sols, notamment les graves. C'est le fait que le bilan hivernal sec a permis d'avoir précocement des contraintes hydriques sur les argiles. Sur la plupart des sols à texture grossière, on avait une réhumectation suffisante pendant l'hiver, parce qu'ils ont une plus faible réserve utile. Sur les sols à très fort pouvoir tampant, comme les argiles, la réserve utile n'était pas complètement reconstituée, et donc a contribué à ce qu'on ait des restrictions hydriques assez précoces. Donc le premier point hydrique suivi en potentiel tige montre sur les argiles, particulièrement sur les parcelles du réseau en Cabernet Sauvignon, des déficits, des niveaux de contrainte déjà significatifs, qui ont eu tendance à stagner en cours de cycle entre le stade poids et la véraison, pour réaugmenter de façon légère à mi-maturation. Au travers du delta C13, on voit que l'effet sol cette année est plus faible que d'habitude. On a moins d'écart entre les argiles et les sols classiquement les plus séchants, que sont les graves superficiels. Et de la même façon, au niveau de l'azote, on a des niveaux globalement élevés cette année et moins d'écart entre les sols classiquement les moins pourvus en azote, que sont les argiles et les calcaires, par rapport aux sols qui minéralisent plus facilement, que sont les graves. Donc cet écart a été plus réduit cette année. Et donc de ce point de vue-là, autant l'aspect hydrique avait tendance à favoriser les argiles, autant l'aspect azoté avait tendance à un petit peu moins les favoriser que d'habitude d'un point de vue de la concentration tannique. Si on regarde maintenant les aspects analytiques par type de sol, on voit que, justement qu'on a des variations cette année qui sont plus faibles que d'habitude, notamment entre argile et les graves superficiels. C'est assez vrai sur les merlots, c'est encore plus vrai sur les cabernets sauvignons, avec des valeurs intéressantes, aussi intéressantes sur argile que sur les graves, qui se traduit également en relation avec des niveaux de delta C13 qui sont très proches. Il n'y a vraiment que les calcaires qui maintiennent un niveau de contrainte absent pour les cabernets sauvignons. Les autres sols ont tendance à maintenir des niveaux de contrainte certes faibles, mais très proches les uns des autres. En conclusion, donc, les points marquants du millésime, c'est un hiver particulièrement sec qui induit un déficit hydrique précoce, sous-estimé par le bilan hydrique climatique. Une deuxième partie de printemps et un début d'été, donc jusqu'à entre la mi-mai et la fin juin, qui ont été chauds, induisant une floraison de belle qualité et réduisant le potentiel végétal, et notamment les arômes variétaux de Cabernet Sauvignon cette année. Donc on a eu une faible production, même si la dégradation a été assez faible, la faible production a fait qu'au final, on a des faibles caractéristiques végétales et faibles caractéristiques variétales. Pas de contrainte azotée, donc ce qui induit directement une charge tannique modérée. Des contraintes hydriques donc précoces, mais qui sont restées faibles sur la majorité du cycle, induisant des phases de croissance de baies non contraintes du point de vue hydrique, favorisant donc des rendements confortables sur les parcelles non gelées, et des contraintes hydriques modérées en phase de maturation jusqu'à fin août, donc sur une première phase de maturation, qui a permis une évolution rapide des pépins et qui a permis donc cette évolution rapide des pépins la possibilité de concentrer les mous, donc d'écarter la problématique de dilution de fin de saison. Enfin, les conditions fraîches et humides pendant la deuxième phase de maturation, elles ont impacté la cinétique de maturation avec des maturités phénoliques qui ont évolué plus vite que les maturités technologiques et des évolutions aromatiques qui sont restées fraîches. Donc même si on n'avait pas de caractères végétaux, on est resté sur des aromatiques assez fraîches, quelles que soient les stratégies de vendange.
Donc ça, c'était pour voilà, dresser un petit peu le parcours de l'année pour les vignes non gelées, qui certes ne sont pas les seuls, mais ce qu'on peut retenir aussi de l'année, c'est que les rendements sur les vignes gelées ont été de l'ordre de 10% de ce qu'on observe sur les vignes non gelées, donc très peu significatif. Et que malheureusement, sur ces vignes gelées, ces vignes gelées n'ont pas subi les belles phases du millésime sur les vignes non gelées, notamment avec une phase de grossissement post-floraison qui s'est opérée après la fin juin, et donc dans des conditions hydriques non restrictives, ce qui n'était pas le cas des vignes non gelées, qui ont encore plus bénéficié de la disponibilité azotée que les vignes non gelées par l'effet de réduction de rendement, et qui ont encore plus été pénalisées par les précipitations de fin de saison, parce que quand vous avez une demi-grappe sur le pied et que le tuyau d'alimentation au niveau de l'eau reste le même, forcément, celle-ci a tendance à moins bien supporter les précipitations que quand on a une charge normale sur le pied. Voilà. Je vous remercie.